BTS, Squid Game et Kimchi ont tous un point en commun, ils viennent de ce pays. La Corée du Sud a réussi l'exploit de passer de nation pauvre, peu connue, à puissance mondiale dont tout le monde parle. Comment, pourquoi et surtout quels sombres secrets se cachent derrière cette popularité? Je te dis tout dans la vidéo du jour. Jingle. Petite précision, il va falloir pardonner ma prononciation des noms coréens dans cette vidéo. Vraiment, pardon. Bien que l'histoire de la Corée commence bien avant l'arc des trois royaumes qui marque le début de la civilisation, Baekje, Goguryeo et Shilla. Bon, en réalité, il y avait 4 royaumes, mais on ne parlait pas autant de Gaïa qui finira par disparaître assez rapidement. Entre ces royaumes vont naître des alliances avec le Japon et la Chine, alliances vite détruites par des rivalités et des conflits. Mais c'est le royaume de Shilla qui aura le dernier mot parmi elles. Et tout ça grâce à la dynastie chinoise des Tang qui va lui venir en aide. À la fin du 7e siècle, un nouvel état est né, le royaume unifié de Shilla, pour ensuite se transformer en Goryeo en 1919 jusqu'à ce que le général Yi Song-ki fonde à sa place la dynastie Joseon. La dynastie Joseon, c'est le BTS de l'histoire coréenne. C'est l'époque qui aura le plus d'impact sur la culture coréenne. C'est aussi pendant cette période que la Corée sera dirigée par l'une des plus grandes stars du pays, le roi Sejong le Grand. Il est encore considéré comme étant le GOAT des rois coréens parce qu'il a agrandi le royaume, il a pacifié les côtes du pays. En 1443, il va créer l'alphabet Hangul, celui qui est utilisé aujourd'hui. Jusqu'ici, tout va bien, même si la Corée doit se taper un roi problématique, mais les vrais problèmes commencent quand la Chine s'autoproclame en 1644 suzeraine de Joseon jusqu'en 1895. 2 ans après, Joseon change de nom pour devenir l'Empire coréen alors que les années les plus sombres arrivent. Le 22 août 1910, le pays du matin calme devient une colonie de la surpuissance japonaise. C'est une époque obscure avec le contrôle de la presse, la police coréenne qui est composée de soldats japonais et cette volonté du Japon de faire disparaître la culture coréenne. Le Japon traite la Corée comme un réservoir où ils peuvent se servir de denrées et de personnes à exploiter. Les femmes, comme toujours en temps de guerre, vont servir de femmes de réconfort aux soldats japonais pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais les Coréens refusent de laisser le Japon leur rouler dessus sans rien faire. Ils manifestent comme durant les funérailles du dernier roi Kojong à Samil en mars 1919. Ces manifestations vont réunir des millions de Coréens à travers le pays et marquera la naissance du mouvement d'indépendance. Durant cette période, la Corée a trouvé sa Jeanne d'Arc en la personne de Yoo Gwan, une adolescente qui est devenue une figure de la résistance décédée malheureusement sous la torture japonaise à seulement 17 ans. En plus des manifestations, les Coréens et Coréennes provoquent des attentats. Ils résistent politiquement en exil, que ce soit pour plaider la cause de leur pays devant la Société des Nations en 1932 ou en formant des commandos pour lancer des raids en Corée. Bref, la Corée n'a pas dit son dernier mot et continue de se battre jusqu'au bout pour leur liberté. Liberté qui arrivera en 1945 après la défaite et la capitulation du Japon à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Après ça, la Russie et les États-Unis se partagent la Corée. Les Soviétiques vont occuper le nord, pendant que les armées locales s'installent au sud. Et évidemment, quand les deux pays entrent en guerre froide, la Corée devient un des nombreux dommages collatéraux. L'ONU est obligée d'intervenir pour organiser des élections pour les deux Corées et enfin mettre fin à cette séparation. Mais le nord de la Corée refuse de participer au vote. Donc, le Sud va en profiter pour faire d'une pierre deux coups en votant pour ses propres dirigeants et proclamer leur indépendance en devenant la République de Corée en 1948. Le 27 juin 1950, la Corée du Nord envahit le Sud parce que ce monsieur, Kim Il-sung, veut une seule et unique Corée par tous les moyens nécessaires. Le Conseil de sécurité, pas du tout cordial avec cette décision, autorisera le général MacArthur et ses troupes à intervenir en Corée. Bilan de cette malheureuse guerre, 3 millions de civils et militaires qui vont perdre la vie après 10 mois de conflit. Des dégâts matériels, mais surtout tout un pays meurtri en souffrance. Une frontière verra le jour après la signature de l'armistice le 27 juillet 1953. Cette frontière va séparer une Corée du Nord fermée et communiste et une Corée du Sud archi-pauvre qui va pourtant réussir à se développer, s'enrichir avec la création d'entreprises comme Samsung, Hyundai. Le pays va aussi se démocratiser en tenant sa première élection en 1987 après les protestations de Gwangju. Aujourd'hui, la Corée du Sud est devenue une puissance économique, technologique, dont la culture est hyper populaire et omniprésente. Tout ça grâce à son premier pilier de conquête, la K-pop.
La K-pop, c'est 8 milliards de streams par mois, des récompenses à en pleuvoir, une popularité dont tout artiste rêve. Mais avant d'être tout ça, la K-pop c'était ça. The Kim Sisters était le premier groupe coréen à avoir du succès en dehors du sol coréen dans les années 50-60. Elles se sont produites à Las Vegas et ont été invitées plusieurs fois dans des émissions américaines. Mais la K-pop telle qu'on la connaît aujourd'hui, on la doit aux agences de talent dans les années 90 qui ont repris le modèle de la J-pop, donc la Japan Pop, pour commercialiser les idoles. Ça a donné naissance à des artistes comme Hot, H-O-T, le premier idol band qui a été entraîné à chanter, danser, prendre des cours de parler, tu sais, pour pouvoir savoir quoi dire et bien le dire. Sheshkies, Boa, mais surtout Seo Taiji and The Boys. Ces artistes ont vraiment permis à la K-pop de prendre son envol en incorporant des styles musicaux occidentaux comme le hip-hop, rock, jazz dans leurs chansons. Après ça, des agences comme SM Entertainment ont professionnalisé l'industrie pour en faire la machine à cash qu'elle est devenue. Les émissions de variété coréennes, aussi nombreuses que les larmes versées à regarder Full Metal Alchemist, comme Inkigao ou Music Bank, ont largement aidé à mettre sur le devant de la scène la K-pop moderne. Tout ça a ouvert en grand la porte d'entrée pour une nouvelle génération fin année 2000. Des groupes comme Super Junior, Girls' Generation et Big Bang ont solidifié la K-pop comme genre musical pour les ados avec des stratégies de marketing nouvelles pour l'époque. Les agences se sont tournées vers l'utilisation des réseaux sociaux, la création de fan clubs, organiser des gros concerts et offrir des clips de haut niveau. Les groupes cités plus haut ont eu un succès encore plus phénoménal que leurs aînés. Mais pas aussi énorme que BTS, mes chouchous, dédicace à tous mes armies qui me regardent. On est ensemble, comme ça. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me le faire savoir. Alors BTS, ils ont pété tous les scores. Clip le plus vu en 2018 avec Idol et ses 45 millions de vues. Ils ont atteint 1 million de followers sur TikTok en seulement 3 heures. Bref, ce boys band, c'est 23 records mondiaux battus en 2021. Ils sont produits au stade Wembley, aux Grammys. Et au sommet avec eux, on retrouve Blackpink qui ont été nommés le plus grand groupe de pop au monde par le magazine Bloomberg. Elles ont collaboré avec Lady Gaga, Dua Lipa, BTS et Blackpink. C'est des millions d'albums vendus. On peut facilement dire que ces deux groupes ont élevé la K-pop à un niveau hallucinant. Et pour arriver à un tel résultat, les artistes K-pop doivent apprendre des chorégraphies impressionnantes. Même un simple passage dans un talk show est un mini-concert avec des visuels travaillés jusqu'au moindre détail. La K-pop se caractérise aussi par un style vestimentaire particulier. Chaque album a son univers. Par exemple là, vous voyez, c'est les visuels pour le dernier album de BTS, Proof, qui est sorti en 2021 avec leur tube Butter. Et là, ceux pour Map of the Soul, Persona de 2019. C'est une machine bien huilée et inarrêtable. Et maintenant, laisse-moi te présenter le deuxième pilier de la vague coréenne, le cinéma et les séries. Avant de vivre dans une grotte sous une montagne, tu as forcément entendu parler de Squid Game. Si de nos jours, les séries et les films traitent de différents sujets, dans les années 20, le cinéma coréen était surtout un outil de résistance. Le tout premier film connu est Arirang, un film muet qui servira d'inspiration pour les cinéastes du pays. Malheureusement, le film a été perdu pendant la guerre de Corée. S'en vient l'âge d'or dans les années 60, quand la Corée sera débarrassée du Japon. Mais un or pas aussi brillant, c'est plaqué or quoi, parce que le général Park Chung-ho, après son coup d'état, va être archi strict concernant le cinéma. Il faut avoir une autorisation du gouvernement pour exercer. Seulement 15 films peuvent être produits par an. Bref, c'est pas trop ça. En plus, l'industrie du cinéma est surtout contrôlée par la mafia locale. Ça ne va pas pour autant empêcher les films sud-coréens de participer au festival de Berlin, de Sydney. Il faudra cependant attendre la fin des années 80 et la fin de la censure militaire pour assister à la montée en puissance du cinéma sud-coréen. De plus en plus de producteurs ouvrent des sociétés dans une industrie presque libre. Ça a pavé le terrain pour que Bong Joon-ho nous offre des films d'anthologie et un petit peu beaucoup trop traumatisants comme The Host, Snowpiercer et le multi-récompensé Parasite, le premier film étranger à gagner l'Oscar du meilleur film aux Oscars. Alors, petite anecdote, le réalisateur de Old Boy, Park Chan-wook, a été placé sur liste noire du gouvernement parce qu'il était engagé politiquement à gauche, mais on reviendra sur ce point plus tard dans la vidéo. Comme la K-pop, on peut voir que le cinéma coréen a réussi à se faire une belle place au soleil, même si les champions dans la catégorie écran sont les K-dramas, les séries coréennes. 305, c'est le nombre de séries et films coréens présents dans le catalogue de Netflix avec 256 millions de vues pour Squid Game, la série étrangère la plus regardée. Cette méga présence sur la plateforme de streaming la plus populaire a rendu accessible le cinéma et les séries coréennes au monde entier. Les gens kiffent les K-dramas parce que c'est captivant, ça traite de tellement de sujets. On a de la romance, même s'ils prennent 390 épisodes pour être en couple, on est d'accord, de la comédie, du drame. Oui, on peut leur reprocher de toujours faire la même chose, ça n'empêche pas leur notoriété. Les acteurs et les actrices deviennent de véritables stars. La K-culture, c'est la pop culture qui a influencé la mode,
les médias, suffit de voir le avant-après Squid Game. Ça influence aussi le tourisme, les habitudes alimentaires. La culture coréenne, vue à travers nos écrans, a donné envie aux gens d'apprendre leur langue. Les comptes de cuisine coréens ont vu leur compteur exploser sur les réseaux sociaux. 15-minute dinner for 7 days of classic. Next up on how to make. Parce que les nombreuses fans veulent s'habiller, manger et parler comme leurs acteurs ou chanteuses préférées. Ces femmes se sentent investies. Elles dépensent des millions en assistant aux concerts, en achetant des produits dérivés. Ça organise même des anniversaires virtuels pour leurs stars. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est l'anniversaire des Blackpink. L'amour de ces fans va au-delà de ce qu'on a l'habitude de voir. On a mentionné l'explosion du tourisme parce que la Corée du Sud est tellement partout que le pays est devenu the place to be. Et pourtant, malgré sa culture incroyable, sa prospérité inspirante, le pays cache des zones d'ombre à éclaircir. Le développement de la Corée du Sud forge le respect. Le pays a réussi à se relever après une colonisation, une terrible guerre pour devenir la 13e puissance mondiale. La Corée du Sud nous a offert Samsung, BTS, Crash Landing on You, la Key Beauty et autres merveilles. Il se retrouve toujours sur la liste des pays à visiter pour découvrir ces magnifiques paysages et s'immerger dans une histoire captivante. Mais comme toute réussite, comme dans toute nation, la médaille a plusieurs revers. La Corée du Sud détient ce triste record, le taux de suicide le plus élevé chez les hommes. Et paradoxalement, elle a aussi le taux de naissance le plus faible, un taux tellement faible que c'est devenu une urgence nationale. La Corée du Sud, c'est 1,2 enfants par femme. Alors non, il s'agit d'une ancienne statistique. En 2023, le taux est de 0,72 enfants par femme. Parce que les femmes coréennes refusent de faire des enfants. Pour certaines, ce refus vient du fait qu'elles sont extrêmement éduquées et ne veulent pas choisir entre leur carrière et avoir des enfants, dans une société où on pousse les gens à être surproductifs. Malgré leurs nombreux diplômes, elles doivent aussi subir énormément d'inégalités. Elles doivent faire face à une société qui ne chérit pas ces femmes, comme dans beaucoup de sociétés malheureusement. Pour d'autres, ce refus est causé par le coût de la vie de plus en plus cher. On exige des enfants qui réussissent, mais le prix à payer est trop grand. Bref, c'est le serpent qui se mord la queue. Que ce soit par manque de moyens ou l'envie de combattre une société misogyne, rien, même l'argent promis par l'État, ne motive les naissances. Donc la Corée du Sud a un gros problème entre les mains. Une population de plus en plus vieillissante. Une société sous pression qui doit beaucoup travailler, être au top, ce qui cause stress, burn-out. Il y a aussi les inégalités sociales dénoncées dans le film Parasite qui n'ont fait que se creuser à l'arrivée de l'épidémie, rendant les riches plus riches et les pauvres, alors là, ils se débrouillent comme Valérie. Ceux et celles qui gagnent toujours moins ont vu leurs aides baisser. Donc le fossé entre le Gangnam Style et les autres, il est énorme. Vous vous souvenez quand j'ai mentionné le réalisateur Park Chan-wook qui était sur la liste noire du gouvernement? Depuis ce scandale, la ministre de la Culture a démissionné. Park Geun-hye n'est plus présidente, mais le mal a quand même été fait. Cette liste a servi à punir les artistes qui ont critiqué Park Geun-hye et elle a rappelé les heures sombres de la censure militaire dans les années 60 à 80. Elle a aussi montré la fragilité de la liberté d'expression dans le pays. Et en parlant d'artistes, revenons à la K-pop, parce que derrière les paillettes de leurs costumes et leurs pirouettes chorégraphiques, on a des conditions de travail qui traitent les chanteurs et chanteuses comme des robots. Ils ont beaucoup de contraintes, on leur demande l'Everest et ce depuis leur adolescence en tant que trainees. Beaucoup sont séparés de leur famille et deviennent des investissements contrôlés jusqu'à la poussière sur leur col. La santé physique et mentale sont mises à rude épreuve. Ils doivent suivre à la lettre ce qui est demandé sans aucune garantie d'être sélectionnés par les agences. On dirait le projet Blue Lock. Sans parler de cette relation parasociale toxique entre les idoles et leurs fans. Par exemple, on a Yoo Jimin, et qui est Karina, une chanteuse et rappeuse qui a dû demander pardon à ses fans car sa relation avec un acteur avait fait scandale. On impose aux pop stars d'avoir une vie privée invisible voire inexistante pour ne pas froisser les gens. Ils doivent aussi être le plus présents possible à faire des lives de plusieurs heures, plusieurs fois par jour pour les rendre accessibles à la foule. Évidemment, je me devais de mentionner le scandale Burning Sun qui a mené à l'arrestation de gros stars de la K-pop, Seungri, Jun Young, Choi Jong-hoon, qui, avec d'autres, avaient un chat dans lequel ils se vantaient d'actes dégueulasses et criminels contre des femmes, comme les filmaient à leur insu. Ce scandale a montré une image teintée et à l'opposé d'une image lisse et innocente que veut véhiculer la K-culture. Il y a aussi cette demande constante de perfection, surtout physiquement. Les critères de beauté sont très élevés. Moi, je peux pas m'empêcher de me demander, est-ce que les gens aiment réellement tout ce qui est proposé par la K-culture ou est-ce qu'on n'est pas tombé dans la fétichisation?
Heureusement, les choses évoluent et commencent à changer. Les fans le réclament. Le pays doit offrir de meilleures conditions de travail aux artistes qui leur apportent autant d'argent. C'est la fin de ce voyage en Corée. Il fut court, mais j'espère qu'il vous aura quand même plu, que vous avez aimé découvrir l'histoire du pays, comment la K-culture, donc la culture coréenne, est en train de tout rafler. Est-ce que ça va prendre fin un jour? Qui vivra verra bien. Faut surveiller la Corée du Sud, d'accord? Donc partage en commentaire tes avis et opinions sur le sujet de la vidéo. Et t'oublie pas de liker, de t'abonner, de partager. Bye!